Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Elle est toute petite mais a une grande histoire. La Fiat 500 était à l'honneur aujourd'hui en Principauté à l'occasion d'un rassemblement international. Nous en parlerons avec l'organisateur et président du club Fiat 500 Monte-Carlo, Massimo Pellessone. Suite et fin de notre série de reportages consacrés à la mission économique du MEB à Florence. Vous pourrez notamment découvrir l'équivalent de Monacotech en Italie. Puis nous parlerons de basket et plus précisément de 3-3, un sport urbain désormais discipline olympique et qui fait le show sur le port Hercule cet été. Anthony Christophe, président de French Riviera 3-3, nous en dira plus. Je vous le disais en titre, le premier Monaco International Meeting de Fiat 500 a tenu toutes ses promesses. Les plus grands collectionneurs sont venus du monde entier pour partager leur passion de ces voiturettes italiennes. Julia Vial et Julien Laugier ont eu la chance d'entendre ronronner ces voitures mythiques. Ce matin, un air de Dolce Vita résonnait sur le port Hercule. Les plus grands passionnés de Fiat 500 étaient réunis pour célébrer la Bella italienne, tout un symbole pour ces collectionneurs. Beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de pour et c'est la Dolce Vita, c'est l'amour pour le petit bolide et c'est très intense. Toutes les voiturettes présentes ont une histoire bien à elles, comme cette Balletta Abarth. C'est une voiture qui a couru en rallye historique. Elle a la particularité d'avoir couru 2 fois le rallye Monte-Carlo. Et cette voiture a été prêtée ensuite à Bruno Sabi, qui avait gagné le Monte-Carlo, le Paris-Dakar. Cette autre Fiat, elle, décapotable, s'appelle la Gamine. Elle est très rare. On est dans un modèle sur lequel il doit en rester peut-être une 60aine dans le monde. C'est difficile à réaliser, mais c'est des voitures très très collectionnées. C'était des voitures qui, à l'époque, c'était le cadeau de mariage. Les visiteurs ont d'ailleurs pu admirer les Fiat 500 à l'occasion d'une belle parade dans les rues monégasques. Impossible de rester insensible face à leur charme. Toutes les publicités, on voit la Fiat 500, sans parler des artistes de renommée, en regardant simplement qu'une série Lupin à la télé, tac, il y a ça. On voit ce véhicule de partout. Depuis sa création en 1936, la Fiat 500 a été produite à plus de 6 millions d'exemplaires, faisant d'elle le modèle Fiat le plus vendu de tous les temps. Vous venez de le voir, des Fiat 500 toutes plus originales les unes que les autres. Les passionnés et les visiteurs ne savaient d'ailleurs plus où donner de la tête face à tous ces modèles de collection. Et pour parler plus largement de ce premier meeting international, nous sommes avec l'organisateur de l'événement, le président du club Fiat 500 Monte-Carlo, Massimo Pellessone. Bonsoir Massimo. Bonsoir Émilie. Est-ce que vous attendiez à autant de succès aujourd'hui ? Écoutez, c'était une journée fantastique. D'abord, on était honorés pour la visite du souverain et après pour tous ces fantastiques Fiat 500 que nous avons ici sur le port de Monaco. Grâce à mon équipe, à mes membres du club Fiat 500 Monte-Carlo, qui ont fait un travail énorme, réellement énorme. Et les collectionneurs viennent principalement de quel pays ? Nous avons des collectionneurs qui viennent de Monaco, bien entendu, de l'Italie, de la France. Nous avons aussi des partenaires qui sont venus carrément de l'Albanie. Il y a aussi quelqu'un qui est arrivé de l'Hollande et un équipage qui est arrivé de l'Allemagne. Et Massimo, pourquoi elle plaît tant, cette Fiat 500 ? Parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est la dolce vita, c'est les amours faits en cachette, c'est tout, c'est la vie qu'il était dans les années 60, 70 et c'était aussi une très importante voiture sociale, c'est un peu la voiture de l'indépendance de la femme, l'émancipation de la femme. La femme est roulée en Fiat 500 quand encore en France il ne pouvait pas avoir un compte à nom propre. Et c'est un véritable succès commercial encore aujourd'hui. À l'époque, c'était la voiture la moins chère, c'est ça ? Exact. À l'époque, c'était la voiture la moins chère. Ce type de modèle, ils ont arrêté de le fabriquer en 1975. Il faut dire qu'ils ont produit plus de 4 millions de modèles de Fiat 500, comme vous la voyez.
Et encore aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a quelque chose comme 400 000 modèles qui roulent dans le monde entier. On a aussi l'impression qu'il a ce côté vintage qui plaît, comme le retour du combi Volkswagen, le retour de la Fiat 500 d'antan. La Fiat 500, il n'a jamais été aussi important aujourd'hui. C'est vrai qu'il a aussi été toujours la voiture qu'il a donné la vie à tout ce monde, à toutes ces personnes. C'est vrai que jamais on a arrêté de voir la Fiat 500 sur les routes. Est-ce que c'est difficile à entretenir un engin comme celui-ci? Il faut beaucoup de patience parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile de trouver quelqu'un qui a la possibilité de mettre les mains sur un moteur si simple mais si ancien. Les problèmes sont les pièces de rechange. Les pièces de rechange sont très difficiles à voir. On trouve beaucoup de choses qui ne sont pas effectivement à l'auteur de cette mythique moteur parce qu'en effet, ces moteurs-là, ils sont increvables. Mais l'entretien, non, je dirais non. C'est quelque chose qui est très simple à entretenir, mais il faut beaucoup de patience. Comme toutes les choses qui ont un certain âge. Il faut rappeler que la plus jeune de cette voiture-là, il a 50 ans. Et comment est née cette passion, Massimo? D'où vous est venue l'idée de créer le club Fiat 500 de Monte-Carlo? Celle-là, c'était ma première voiture. Il est resté toujours dans mon cœur. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici à Monaco, ça fait beaucoup d'années. Il manquait cette petite perle ici à Monaco et voilà, je me suis lancé. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette passion avec nous aujourd'hui, Massimo. Merci infiniment. Merci, Émilie. Au revoir. Il est temps à présent de rejoindre Alexandra Pani pour le reste de l'actualité. Bonsoir Alexandra, on reste dans le domaine de la Dolce Vita, de la Riviera, avec le grand rendez-vous de l'été de la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir Émilie, la Croix-Rouge proposait une formule inédite cette année. Pas de gala à la Salle des Étoiles, mais un concert d'été sur la place du Casino. Le ciel a heureusement été plus clément que prévu. Des invités de marque autour de la famille princière et du prince Albert II venus écouter le chanteur pop britannique Jamie Cullum. Dans un tout autre domaine, l'Union des syndicats a été reçue en fin de semaine au ministère d'État. Effectivement, une délégation de l'Union des syndicats de Monaco a été reçue par le conseiller pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger. Les représentants des secteurs hôteliers, cafés et restaurants étaient présents pour échanger notamment sur le CTTR et les conditions de travail dans leur secteur, particulièrement importants pour l'économie de la principauté. Alexandra, c'est une première pour Monaco. 100% des élèves, toutes sections confondues, ont obtenu leur baccalauréat. Ils ont été reçus au Conseil national. Oui, Monaco est habitué à des pourcentages toujours très proches des 100%, mais cette fois-ci, il s'agit bien de l'ensemble des élèves, aussi bien du public que du privé, à avoir décroché leur examen du baccalauréat, une année pourtant particulière pour l'ensemble des élèves. Les membres du Conseil national ont donc reçu les lauréats monégasques dans l'hémicycle pour les féliciter, en présence également du conseiller pour l'intérieur et du commissaire général de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Autre information, cette nouveauté pour les magistrats de nationalité monégasque avec la signature d'une nouvelle convention. Oui, Émilie, dorénavant, les magistrats monégasques auront accès à l'ensemble des formations continues organisées par l'École nationale de la magistrature. Cette convention pour 3 ans a été signée à Bordeaux en présence de Robert Gély, le secrétaire d'État à la justice à Monaco, et Nathalie Roré, directrice de l'ENM. Et enfin, comme chaque samedi, nous faisons le point sur la campagne vaccinale en principauté, Alexandra. 61,41% des personnes éligibles à la vaccination ont à présent reçu au moins leur première dose en principauté, ce qui représente 21 144 personnes. 18 646 personnes ont-elles reçu les 2 doses. Je vous rappelle que la vaccination est à présent ouverte à l'ensemble des salariés de la principauté âgés de 50 ans et plus. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous au 92 05 55 00. Merci Alexandra. Direction l'Italie à présent pour la suite et fin de notre série de reportages consacrés à la mission du Monaco Economic Board à Florence. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'équivalent de Monaco Tech en Italie. L'incubateur de start-up florentin s'appelle Nana Bianca et vous est présenté par Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni.
À l'instar de Monacothèque, Nana Bianca est un espace multifonctionnel situé en plein cœur de Florence, dans un quartier d'affaires à la forte attraction. Il est l'incubateur florentin qui réunit une jeune communauté dynamique parmi les plus talentueuses en Italie. Un espace unique pour start-up, développeurs, designers et créateurs. Abbiamo costruito un acceleratore di start-up che oggi contiene circa 400 ragazzi, per lo più ingegneri, programmatori, designer e che lavorano ai loro progetti di impresa. Sono circa 70 società che ogni anno ricercano investimenti, sviluppano tecnologie e poi vanno sul mercato europeo e globale in generale. Différentes stratégies existent pour les entreprises désireuses de se connecter à l'écosystème de l'innovation. L'incubateur d'entreprise est un vecteur de croissance durable sur des marchés en pleine évolution. È sicuramente un aiuto, è sicuramente un modello anche autosostenibile perché Nana Bianca lavora con queste società e acquisisce delle equity, quindi azioni delle società che poi vengono vendute nel tempo e quindi è fondamentale che questo modello si regga senza finanziamenti e sostegni pubblici o esterni, quindi è un'iniziativa di business. Nana Bianca fait partie des 12 000 startups enregistrées en Italie en début d'année 2021. De plus en plus de startups italiennes connaissent le succès dans le monde entier. Et lors de cette mission à Florence, la délégation d'entrepreneurs monégasques a pu aller à la rencontre d'entrepreneurs italiens sur place. Elle a visité notamment les locaux de TT Tecnosistemi, société qui propose des solutions informatiques innovantes. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Créé en 1984, TT Tecnosistemi propose des solutions informatiques innovantes pour petites et moyennes entreprises. Malgré ses plus de 30 ans d'activité et ses 150 employés, la société est aussi flexible qu'une start-up. Au fil du temps, elle a évolué en élargissant son catalogue de produits et de services et en étendant sa cible clientèle vers le grand public. Son savoir-faire lui permet aujourd'hui de réaliser et de fournir n'importe quel niveau de solution dans le domaine. Oggi ci piace essere definiti come degli innovatori digitali, perché oltre a essere system integrator, cioè quindi alla vendita dell'hardware e di soluzioni per i nostri clienti, in realtà mettiamo anche il nostro fattore umano, no? Quindi aiutiamo i nostri clienti ad accompagnarli verso questo cammino che è ostico, che è duro direi, della trasformazione digitale. Pensiamo appunto che anche l'Europa abbia bisogno del nostro contributo, perché abbiamo molta visibilità verso appunto quelle che sono le soluzioni innovative. Una di queste è sicuramente tutto il mondo delle smart cities. À l'occasion d'une mission économique, une délégation du Monaco Economic Board a pu venir à la rencontre de cette société. Les entrepreneurs ont pu ainsi appréhender le potentiel d'échange de chacun. Direi che siete all'avanguardia, no? Perché state veramente nel vostro sito web, state comunicando e state toccando tutti quelli che sono i principali temi dell'evoluzione verso la digital transformation, quindi verso l'evoluzione digitale, e che ovviamente servono per dare quelle tecnologie ai propri cittadini che servono per andare verso il futuro e per usufruire delle informazioni e di ciò che veramente la città dà al proprio cittadino in maniera semplice, veloce et sicura. Ces rencontres ont envoyé un signal fort de reprise et d'optimisme pour les entrepreneurs avec de nouvelles possibilités de développement. Retour en principauté pour vous parler de cette discipline qui, à la base, est vue comme un sport de rue et pourtant elle figure aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis quelques années, le basket 3-3 connaît un bel essor et cet été encore, ce sport prend ses quartiers en principauté. Bonsoir Anthony Christophe. Bonsoir. Une nouvelle fois, vous investissez le Port Hercule, preuve de l'intérêt porté sur la discipline. Oui, on a eu l'autorisation avec des restrictions sanitaires bien entendu, mais on a eu l'autorisation récemment pour venir s'installer sur le port.
Alors j'imagine que c'est un honneur pour vous en tant que joueur de pouvoir transmettre votre passion. Oui, tout à fait, c'est l'objectif de l'association French Riviera 3-3, c'était l'objectif aussi de la fédération monégasque de basketball et du club de l'AS Monaco Basket, qui nous accompagne un peu dans cette démarche de développement de la discipline basket 3-3 qui sera présente aux Jeux Olympiques à Tokyo d'ici une semaine ou deux. Alors quel est le programme sur le port Hercule? Tous les jours, on sera présent, on ouvrira les portes à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Il y a une structure gonflable qui est accessible pour tous, par tous, qui est totalement gratuite. Et donc c'est vraiment dédié aux enfants et leurs familles pour faire quelques paniers pendant le temps qu'ils le souhaitent. Et à côté de ça, on a aussi le terrain officiel de basket 3-3 qui est ouvert à tous, totalement gratuit. Et les joueurs peuvent se donner rendez-vous ou pas, venir sur le terrain et s'affronter, faire des petits concours de tir, jouer tout seul. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tous, d'accessible à tous, c'est totalement gratuit. Et il y aura des compétitions également? Oui, en effet, le 31 juillet, il y aura une compétition officielle FIBA. La FIBA, c'est la Fédération internationale de basket, qui va se dérouler ici le 31 juillet, durant toute la journée, et qui verra s'affronter des équipes d'un peu partout. Pour l'instant, on a des inscriptions qui viennent de Suisse, des inscriptions aussi qui nous viennent un peu de tout le territoire français, et le vainqueur sera qualifié sur un challenger FIBA qui représente le niveau professionnel du circuit international de basket 3-3. Le 3-3 connaît un véritable essor, hein, avant le qualifier de sport de rue. Vous l'avez dit, désormais c'est une discipline olympique. Comment on peut expliquer l'ascension de cette discipline? On peut l'expliquer de manière très très simple, c'est que c'est le premier sport urbain au monde. Quand la FIBA a eu les chiffres il y a une dizaine d'années, comme quoi le basket se jouait vraiment de partout et par tous, a décidé de se lancer, de cadrer cette discipline et de contextualiser un peu la compétition de manière à présenter cette discipline dans les centres-villes des grandes villes mondiales. Et on a vu des tournois qui se sont joués à Prague, des tournois qui sont joués à Lausanne, qui sont joués à Tokyo, qui sont joués aussi dernièrement à Abu Dhabi. Donc ça fait un peu partie de tout ce qui a permis au basket 3-3 de se démocratiser et vraiment de montrer que c'était une discipline à part entière. Et qu'est-ce qui le différencie de son grand frère, on va dire, le 5-5? Ça se joue à 3 contre 3, sur demi-terrain, sur un seul panier. Les possessions sont beaucoup plus rapides. Les matchs sont beaucoup plus rapides puisqu'ils durent soit 10 minutes, soit 21 points. Ça fait que voilà, ça correspond un peu à la demande du sport d'aujourd'hui, à l'ubérisation du sport. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à un match de basket qui dure 10 minutes au lieu d'aller dans une salle 5-5 et de rester pendant 1h30 dans une salle 5-5 et voilà. Pendant un tournoi 3-3, il y a plein de petites histoires qui se créent puisqu'il y a beaucoup de matchs. Et tandis qu'au 5-5, il y a un match, donc une histoire. Anthony, un mot sur votre participation à l'United League. Vous avez porté le maillot de Monaco. Quel souvenir en gardez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Déjà, c'était un honneur de porter le maillot de Monaco encore une fois sur les épaules sur une compétition comme celle-ci. Ensuite, on est tombé dans une compétition vraiment avec des joueurs professionnels, des équipes professionnelles qui se préparaient pour cette compétition-là. On a fait bonne figure puisqu'on a quand même tenu les matchs un maximum. Après, derrière, on était sur une compétition dont les joueurs sont tous professionnels, s'entraînent tous les jours ensemble. Nous, on avait un fonctionnement un peu inédit par rapport à la compétition. Mais c'était un honneur de porter ce maillot et je pense qu'on a très bien représenté la principauté à l'international sur du basket 3-3. Et on continuera. Oui, on suivra ça. Merci infiniment, Anthony Christophe, de nous avoir éclairé sur cette discipline olympique qu'est le 3-3. Et puis, on rappelle votre présence sur le port Hercule jusqu'au 22 août. Voilà, merci beaucoup. Le 5 juillet dernier, le comité olympique monégasque présentait la délégation d'athlètes qui prendra part aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Une équipe de Monaco Info sera d'ailleurs sur place pour vous faire vivre cet événement. Mais avant cela, petite parenthèse aujourd'hui sur le costume que les Monégasques porteront lors de la cérémonie d'ouverture vendredi prochain. Petit cours de mode avec Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. Vous les avez peut-être vus récemment lors de la présentation de la délégation monégasque qui partira au JO. 27 ensembles au total ont été confectionnés par la boutique Grisoni Monaco en collaboration avec la princesse Charlène par le biais de son directeur de style, Terence Bray. Vestes, chemises, pantalons, ceintures, chaussures. 27 ensembles, 22 pour les hommes et 5 pour les femmes.
Ils vont aller à Tokyo, donc il va faire très chaud. Donc on a vraiment choisi des matières pour la veste, notamment en 100% lin. Une doublure en soie, mais en demi-doublure, c'est-à-dire que dans le dos, c'est vraiment que du lin. Et ensuite, on a choisi vraiment du jersey, du coton pour le pantalon et la chemise. On a fait en sorte de respecter les couleurs de Monaco. Donc en fait, on a choisi les semelles rouges et toute la tenue blanche, et ainsi que la veste rouge, justement, pour avoir ces deux couleurs qui ressortent très bien. Le 23 juillet à 13h, heure française, le monde entier pourra admirer les tenues de la délégation monégasque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Et dès lundi, nous vous proposerons sur Monaco Info de faire plus ample connaissance avec les 6 athlètes monégasques qui participeront à ces Jeux et que nous avons rencontrés juste avant leur départ pour le Japon. On retrouve Alexandra Pagny pour parler Formule 1 et le Grand Prix de Grande-Bretagne avec la toute première course sprint de l'histoire de la F1, Alexandra. Effectivement, ce samedi, le circuit de Silverstone est entré dans l'histoire avec des qualifications très particulières. Il s'agit d'un nouveau format de week-end. Pour la première fois, les pilotes se sont élancés dans une course sprint de 30 minutes qui a permis de déterminer la grille de départ de dimanche. Verdict, Verstappen devance Hamilton et Bottas, suivi par le pilote monégasque Charles Leclerc en 4e position. Rendez-vous demain à 16h. L'abbé Christian Venard était notre invité hier. Nous avons abordé avec lui les 40 ans de la convention entre Monaco et le Saint-Siège, un anniversaire marqué par la visite du cardinal Parolin. Les fidèles pourront d'ailleurs rencontrer le secrétaire d'État au Vatican ce dimanche, Alexandra. Tout à fait, Émilie. Le cardinal Parolin présidera d'abord la messe pontificale à 10h30 en la cathédrale. Une messe ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Puis à 16h, le cardinal rencontrera les prêtres et fidèles du diocèse, suivi par la célébration de l'office de vêpres. Oui, et sachez que le secrétaire d'État au Vatican sera notre invité lundi dans notre JT. Un mot à présent sur ces ateliers proposés au Grimaldi Forum. Il ne reste plus qu'une semaine, Émilie, pour profiter des ateliers jeunesse organisés dans le cadre de l'exposition dédiée à Giacometti. Ils se déclinent sous forme de stages d'une semaine ou d'ateliers à l'unité. Chaque jour, une thématique différente. Pour voir tout le programme, rendez-vous sur le site du Grimaldi Forum. Et puis avant de nous quitter, jetons un dernier coup d'œil sur la météo. Quelles sont les prévisions pour la journée de demain, Alexandra ? Émilie, nous aurons une belle journée ensoleillée dimanche. Quelques passages nuageux sont tout de même prévus pour l'après-midi. Attention, les températures seront élevées avec 23 degrés d'annoncés pour la matinée et 31 degrés pour l'après-midi, dont un ressenti de 34 degrés au plus chaud de la journée. Du côté des plages, l'eau est à 23 degrés et en ce 18 juillet, nous souhaiterons une bonne fête au Frédéric. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Rendez-vous demain, 20h, pour le best-of de la semaine. On se quitte en images avec le déplacement de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II en Auvergne. Déplacement sur lequel nous reviendrons dans notre JT de lundi. Photo signée ce soir Gaëtan Lucie. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.